j'ai vu mes enfants rire aux éclats, champagne en main, tandis que le cercueil de leur père s'enfonçait dans la boue froide du Père Lachaise, comme si sa mort n'était qu'un prétexte à une fête clandestine. Ils m'ont abandonné là, au milieu d'une église vide où les cierges vacillaient comme des témoins muets de leur trahison, me laissant hurler en silence un deuil qu'ils refusaient de partager. Et dans ce vide hurlant, j'ai juré sur la dépouille de l'homme que j'avais aimé et haï de les briser, un par un, jusqu'à ce que leur joie factice se noie dans le poison de la culpabilité qu'ils méritaient depuis si longtemps. Paris, cette ville des amants éternels, m'avait toujours paru un écrin de velours pour mes illusions. Mais ce matin d'avril 2025, sous un soleil traître qui filtrait à travers les vitraux de l'église Saint-Sulpice, tout s'effondra en un chaos de silence et de rires étouffés. J'étais là, vêtu de noir comme une ombre vivante, les mains crispées sur un missel usé que j'avais acheté pour l'occasion non pas par piété, mais pour me raccrocher à quelque chose de tangible. Antoine, mon mari de 30 ans, gisait dans son cercueil ouvert, le visage pâle et serein, comme s'il avait enfin trouvé la paix que notre mariage lui avait refusée. Ses cheveux grisonnants, impeccablement peignés par l'entrepreneur des pompes funèbres, contrastaient avec les rides profondes que j'avais tracées sur sa peau au fil des disputes, des absences, des nuits solitaires. L'église était presque déserte. Quelques cousins éloignés, des collègues d'Antoine chez Renault où il avait grimpé les échelons jusqu'à devenir directeur des ressources humaines, et moi. Pas de fleurs ostentatoires, pas de chorale solennelle. Juste le murmure du prêtre, un vieil homme aux lunettes épaisses qui récitait les psaumes d'une voix monocorde, comme s'il lisait un contrat d'assurance vie. J'avais insisté pour une cérémonie simple, intime, parce qu'Antoine détestait les simagrées. Ou du moins, c'est ce que je me disais pour masquer la vérité, personne ne venait plus. Nos amis s'étaient évaporés au fil des ans, lassés de nos querelles publiques, de mes crises de jalousie, de ces aventures discrètes mais pas assez pour échapper à mes soupçons. Et mes enfants ? Ah, mes enfants. Claire, l'aînée, 32 ans, avocate ambitieuse dans un cabinet du quartier latin, avec ses tailleurs impeccables et son sourire carnassier. Julien, 28 ans, graphiste freelance qui vivotait entre Montmartre et des rêves de gloire numérique. Et Sophie, la Benjamine, 25 ans, étudiante en art à la Sorbonne, avec ses tatouages éphémères et son air de rébellion perpétuelle. Ils étaient censés être là, à mes côtés, à feindre le chagrin pour l'apparence. Mais non. Au lieu de cela, un message groupé sur WhatsApp, envoyé la veille au soir, « Maman, on passe au cimetière plus tard. On organise un petit hommage à papa à la maison après. Bisous. » Un hommage. J'aurais dû rire, si mon cœur n'avait pas été un poing serré. Le prêtre acheva son discours, et les porteurs, 2 employés de l'agence funéraire, des gaillards taciturnes en costume trop serré, refermèrent le cercueil avec un claquement sourd qui résonna comme un point final. Je m'approchai, posai une main tremblante sur le bois verni, et murmurai, « Tu les as gâtés, Antoine. Tu les as rendus égoïstes, comme toi. » Pas de larmes. Pas encore. Elles viendraient plus tard, dans la solitude de notre appartement haussmannien du Marais, où les échos de nos voix se fondraient enfin dans le silence. Dehors, la place Saint-Sulpice bruissait de touristes, indifférents à mon veuvage. Je montai dans le corbillard, seul à l'arrière, le chauffeur jetant des regards gênés dans le rétroviseur. Le trajet jusqu'au Père Lachaise fut un calvaire de 20 minutes, les boulevards encombrés, les klaxons impatients, les passants pressés qui ignoraient la procession funèbre comme une relique du passé. Paris ne s'arrêtait pas pour les morts. Elle les engloutissait, les transformait en anecdotes pour dîner en ville. Au cimetière, l'air était chargé d'une humidité printanière, mélange de terre fraîche et de lilas en bourgeon. La tombe familiale, un caveau modeste aux anges érodés par la pollution, attendait Antoine. Les fossoyeurs creusaient avec efficacité, leurs pelles mordant la glaise comme des dents affamées. Je restais là, immobile, à regarder la fosse s'approfondir, sentant le froid du sol remonter le long de mes jambes gainées de bas noirs. C'est alors que mon téléphone vibra. Un message de Claire, une photo. Julien et elle, dans un bar branché de Bastille, verre de Prosecco à la main, Sophie photobombant avec une grimace joyeuse. Légende, toast à papa. Il aurait détesté les larmes. On arrive bientôt. Cœur rouge. Le sang me monta au visage. Un toast ? À leur père ? Pendant que je veillais son corps comme une sentinelle oubliée. Je rangeai le téléphone, les ongles enfoncés dans la paume jusqu'au sang. Le prêtre psalmodia une dernière prière, et le cercueil descendit, rope par rope, dans les ténèbres humides. Pas de pelletée de terre de ma part. Pas de roses jetées. Juste moi,
seul, face à ce rectangle béant qui avalait tout, l'amour, la haine, les promesses brisées. Je quittai le cimetière à pied, refusant le retour en limousine. Les rues de Belleville m'engloutirent, un labyrinthe de graffitis et d'odeurs d'épices d'un marché halal. Mes talons claquaient sur le pavé irrégulier, un rythme martial qui masquait les sanglots qui montaient enfin. Pourquoi? Pourquoi mes enfants, fruits de ma chair, de mes nuits blanches et de mes sacrifices, choisissaient-ils la fête à la funéraille? Était-ce la rancune envers Antoine, qu'ils accusaient d'avoir été un père absent, un mari volage? Ou pire, envers moi, la mère possessive qui avait tenté de les protéger de ses mensonges? Je m'arrêtai dans un café minuscule, rue des Couronnes, commandai un café noir serré. La serveuse, une Marocaine aux yeux fatigués, posa la tasse sans un mot. Je bus, le liquide brûlant ma gorge comme un remède amer. Dans ma tête, les images tourbillonnaient, Antoine rentrant tard, odeur de parfum étranger sur son col, Claire claquant la porte après une dispute sur son héritage, Julien, toujours à quémander de l'argent pour ses projets, Sophie, fuyant mes appels pour vivre sa vie. Il me devait tout. Et maintenant, rien. Ce soir-là, de retour dans l'appartement, je fouillais les tiroirs d'Antoine. Pas par curiosité morbide, mais par nécessité. Parmi les factures et les photos jaunies, je trouvais une lettre, pliée en 4, datée de 6 mois plus tôt. Écrite de sa main tremblante, ma chère Élise, si tu lis ceci, c'est que je suis parti. Pardonne-moi pour les dettes, pour les mensonges. Les enfants savent. Ils ont choisi leur camp. Protège-toi. Les enfants savent. Quel camp? Mon cœur s'emballa. La vengeance, cette vieille compagne que j'avais repoussée pendant des décennies, releva la tête. Pas une vengeance sanglante, non, ça serait trop vulgaire, trop hollywoodien. Non, une vengeance chirurgicale, qui disséquera leurs âmes, exposera leurs failles, les laissera nus et suppliants, regrettant chaque rire proféré ce jour-là. Je m'assis à mon bureau, allumai l'ordinateur. Le curseur clignota comme un œil accusateur. J'ouvris un document vierge. Titre, leur chute. Et je commençai à noter, Claire d'abord, la plus forte en apparence. Son cabinet, ses clients influents, son fiancé politique. Un scandale suffirait. Puis Julien, avec ses addictions cachées, ses dettes numériques. Sophie, la fragile, avec ses secrets d'artiste. Antoine avait semé les graines, moi, je récolterais la tempête. Les jours suivants furent un brouillard de formalités, notaire, banque, obsèques payées à crédit. Mais sous la surface, mon esprit bouillonnait. Je marchais des heures le long de la Seine, observant les ponts comme des chaînes invisibles. Paris, ma prison dorée, deviendrait leur geôle. J'appelai Claire le 3e jour. Maman, on est désolé pour le retard. On était occupés. Occupés à rire. Je ravalai ma rage. Venez dîner demain. Il faut parler de l'héritage. Silence. Puis, d'accord. On vient tous. Ce dîner fut le premier acte. L'appartement embaumait le bœuf bourguignon, plat préféré d'Antoine, cuisiné avec une précision malveillante. Ils arrivèrent en retard, Claire en tailleur, Julien en jean déchiré, Sophie en robe bohème tachée de peinture. Assis autour de la table, ils picoraient, évitant mon regard. Papa aurait voulu qu'on continue à vivre, dit Julien, la bouche pleine. Pas vrai, maman? Je souris, un sourire de l'âme. Bien sûr. Mais la vie a ses prix. L'héritage est bloqué. Des dettes. Beaucoup. Le choc fut palpable. Claire pâlit. Combien, demandai-je. Suffisamment pour que vous regrettiez d'avoir manqué son adieu. Sophie rit nerveusement. Maman, t'es sérieuse? Oh oui. Terriblement. Ce soir-là, en les raccompagnant, je sentis le premier fil se tendre. La toile se tissait. Et moi, l'araignée patiente, attendais dans l'ombre. Les semaines qui suivirent furent une danse macabre entre deuil et préparation. Je ne pleurais plus Antoine, je le disséquais, pièce par pièce, dans les recoins de ma mémoire. Notre mariage avait commencé comme un roman de Zola, passion brute dans les usines de banlieue, où je travaillais comme ouvrière et lui comme ingénieur en herbe. J'avais 20 ans, lui 25. Il m'avait promis les étoiles, un appartement avec vue sur la tour Eiffel, une famille unie. Au lieu de cela,
les étoiles s'étaient éteintes une à une, sa promotion à Renault l'avait emporté dans un tourbillon d'ambition, moi relégué à la maison, élevant 3 enfants dans un 2 pièces étouffant de Clichy. Claire était née la première, un cri strident dans la nuit d'orage de 1993. Elle avait mes yeux verts, la détermination d'Antoine. Dès l'enfance, elle commandait ses frères et sœurs, organisant des tribunaux pour leurs bêtises. Julien arriva en 1997, un garçon rêveur, toujours le nez dans ses crayons, fuyant les colères d'Antoine après une mauvaise note. Sophie, en 2000, fut le soleil de la maison, riant aux éclats même quand je comptais les factures en retard. Ils étaient ma chair, mon sang. Mais Antoine les avait corrompus, les gavant de cadeaux pour compenser ses absences à iPhone avant l'heure, voyages scolaires financés sur des crédits secrets. La lettre que j'avais trouvée hantait mes nuits. Les enfants savent. Savent quoi? Je décidai de creuser. Le notaire, un homme bedonnant nommé Duval, me convoqua dans son bureau du boulevard Haussmann. Madame Lefebvre, les dettes sont considérables. 250 000 €. Hypothèque sur l'appartement, prêt personnel. Je hochai la tête, feignant la surprise. En réalité, j'avais fouillé les comptes en ligne d'Antoine la nuit précédente, mot de passe famille pour toujours ironique. Il avait détourné des fonds de l'entreprise, pour une maîtresse? Non. Pire. Des transferts vers des comptes au nom de Claire. 50 000 €, datés de l'année dernière. Mon sang se glaça. De retour chez moi, je composai son numéro. Claire, il faut qu'on parle. Seule. Elle hésita. Maman, je suis en audience. Maintenant. 1 heure plus tard, elle franchit le seuil, tailleur froissé, maquillage impeccable masquant des cernes. Nous nous assîmes dans le salon, face à la cheminée froide. Je sortis les relevés bancaires, les étalai comme des cartes à jouer. Explique-moi ça. Ses yeux s'écarquillèrent. C'est un prêt. Papa m'a aidé pour le cabinet. Un prêt? Sans intérêt, sans remboursement? Il t'a volé pour toi, Claire. Et toi, tu as pris, sans un mot. Elle se leva, furieuse. Papa était un lâche. Il picolait, il nous battait verbalement, il te trompait. On le savait tous. C'était notre secret, pour te protéger. Me protéger? En le couvrant, en acceptant son argent sale? Et le jour de sa mort, vous fêtez ça? Elle rougit. On se libérait. Il nous a pourris, maman. Toi aussi, tu le sais. Je la giflai. Pas fort, mais assez pour que le silence s'abatte comme une guillotine. Sors. Mais souviens-toi, le sang paie le sang. Seul, je pleurais enfin. Pas pour Antoine, mais pour l'illusion d'une famille. La vengeance prit forme cette nuit-là, pas physique, mais psychologique, une érosion lente des fondations de leur vie. Pour Claire, ce serait son ambition. J'appelai un ancien collègue d'Antoine, un cadre aigri nommé Bertrand, qui haïssait les promotions injustes. Élise? Ça fait longtemps. Qu'est-ce que je peux faire? Je lui racontai tout, enjolivant juste assez, les détournements, les faveurs à la fille. Aide-moi à le faire savoir. Anonymement. Il rit, un rire rauque. Pour Antoine? Avec plaisir. Les jours passèrent. Claire m'envoya des messages laconiques, désolé pour l'autre jour. Je répondis par des silences. Puis, un matin, son appel paniqué, maman. Une enquête interne au cabinet. Il parle de corruption, de mon père. Je feignis l'inquiétude. Quoi? C'est impossible. Mais intérieurement, je jubilais. Le premier fil se rompit. Bertrand avait glissé les preuves à un journaliste du Canard enchaîné. L'article sortit une semaine plus tard, fille de cadre Renault impliquée dans scandale financier. Claire perdit un client majeur, son fiancé la quitta pour protéger sa carrière. Elle débarqua chez moi, en larmes. C'est toi. Dis-moi que ce n'est pas toi. Je la serrai dans mes bras, murmurant, non, ma chérie. C'est le passé qui nous rattrape. Mais mes yeux, dans le miroir derrière elle, brillaient d'une lueur nouvelle, la culpabilité qu'elle ressentait était mon premier triomphe. Julien fut plus facile à cerner. Il vivait dans un loft miteux de Belleville, entouré d'écrans et de paquets de chips vides. Je l'invitai à déjeuner au Procope,
le plus vieux café de Paris, pour parler de ton avenir. Il arriva en retard, yeux rougis pas de chagrin, mais de fatigue. Ou pire. Au fil du repas, entre cuisses de grenouilles et confessions avinées, il craqua, papa me filait du fric pour mes dettes de jeu en ligne. Poker, tu sais. J'ai perdu gros. 30 000 euros. Volés à la famille, à moi. Je hochai la tête, compatissante. On va arranger ça. Mais cette nuit, je contactai un hacker freelance via un forum obscur du dark web, un risque calculé, payé en cash. Besoin de traces numériques. Compte de jeu, transfert. Il livra, capture d'écran, adresse IP, preuves irréfutables. Je les envoyai anonymement à son employeur, une start-up de design à Pigalle. Le lendemain, Julien m'appela, voix brisée, maman, ils m'ont viré. Accusation de fraude. C'est fini. Je le consolai par téléphone, mais mon cœur battait la chamade. La vengeance n'était pas douce, elle était aigre, comme un vin tourné, mais nécessaire. Sophie, la Benjamine, fut la plus déchirante. Elle me rendait visite souvent, apportant des croquis maladroits, parlant de ses expositions ratées. Papa ne croyait pas en moi, confia-t-elle un soir, levée sur le canapé. Il voulait que je sois comme Claire. Je l'écoutais, caressant ses cheveux. Mais j'avais vu les messages sur le téléphone d'Antoine, rendez-vous avec un galeriste véreux, pour aider Sophie. En échange de silence sur ses affaires. Elle était complice, innocemment. Mon plan pour elle fut subtil, infiltrer son monde artistique. Je m'inscrivis à un atelier de la Sorbonne sous faux nom, observer ses cercles. Un amant, un prof charismatique nommé Laurent, qui la manipulait pour ses performances. J'envoyais des lettres anonymes, insinuant des rumeurs de plagiat. Sophie s'effondra, maman, ils disent que mes toiles sont copiées. C'est faux. Je la pris dans mes bras, sentant son corps frêle trembler. Le monde est cruel, ma puce. Mais on survivra. Les trois saignaient maintenant, chacun à sa manière. Claire isolée, Julien ruiné, Sophie brisée. Et moi? Je marchais plus droite, le miroir reflétant une femme aux traits affinés, comme sculptée par la haine. Mais la nuit, les doutes venaient, étais-je devenu pire qu'Antoine? Non. Eux avaient ri le jour de sa mort. Moi, je leur offrais la vérité, nue et impitoyable. L'été 2025 enveloppa Paris d'une chaleur moite, transformant les rues en four où les Parisiens migraient vers les bords de Seine pour halter. Moi, je restais cloîtré dans l'appartement, aérant les fenêtres sur la cour intérieure où les pigeons roucoulaient comme des complices. La vengeance, cette maîtresse exigeante, ne tolérait pas les distractions. J'avais tissé ma toile, mais elle devait se resserrer, lentement, pour que la douleur s'infiltre comme un venin lent. Claire appelait tous les soirs maintenant, voix chevrotante, maman, j'ai perdu le procès. Le cabinet me met à l'écart. Je répondais d'une voix de miel empoisonné, viens, on en parle. Je t'aiderai. Julien squattait le canapé, dormant jusqu'à midi, ses yeux injectés de sang témoignant de nuits passées à scroller des forums de dettes. Sophie dessinait frénétiquement, ses traits noirs et tourmentés couvrant les murs de sa chambre d'étudiante que j'avais payée, ironie du sort. Un soir de juillet, je les réunis tous. Une soirée en mémoire de votre père. Ils vinrent, méfiants, portant des masques de chagrin fabriqués. Le dîner fut somptueux, foie gras, magret de canard, vin de Bordeaux millésimé et les restes de l'héritage d'Antoine. Assis autour de la table, ils picoraient, évitant les silences lourds. Racontez-moi vos souvenirs, dis-je, versant le vin. Claire parla la première, voix tendue, papa m'emmenait au Louvre, petite. Il disait que j'avais l'âme d'une déesse. Mensonge. Il l'emmenait pour parader, pour impressionner ses collègues. Julien marmonna, il m'a appris à coder, sur son vieil ordi. Faux, c'était mes soirées à l'aider avec ses devoirs. Sophie pleura, il croyait en mes rêves. Le plus gros bobard. Je l'ai laissé s'épancher, notant chaque faille. Puis, je sortis la lettre d'Antoine. Lisez ça. Tous. Silence de mort. Claire pâlit, c'est quoi? Julien, papa. Sophie sanglota. Il nous a écrit? Non, à moi. Mais ils s'y projetèrent, avides de rédemption. Ils savaient que vous preniez parti contre lui. Contre moi. Les accusations fusèrent. Claire, c'est toi qui nous as monté contre lui.
Julien, t'étais jalouse de ses succès. Sophie, tu nous as isolés. La dispute éclata comme une tempête, verre renversé, chaise repoussée. Ils partirent en claquant la porte, me laissant seul avec les miettes. Mais j'avais planté la graine, le doute. Le lendemain, Claire m'envoya un mail, « Pardon, maman. On était perdus. Julien, besoin d'aide pour un job. Sophie, peux-tu payer mon loyer encore ?» Il revenait, rampant. Parfait. Pour Claire, l'étape suivante fut décisive. Son fiancé, Marc, un député UDI en herbe, l'avait largué publiquement après l'article. Mais il y avait plus, des textos que j'avais obtenus via un privé 500 € bien dépensés. Marc la suppliait de revenir, mais elle refusait, blessée. J'appelais Marc anonymement, voix déformée, elle couche avec ton rival. Demande-lui pour la nuit du 15 juin. Mensonge, mais crédible. La rupture finale fut explosive, Claire débarqua chez moi, hystérique. Il m'accuse d'infidélité. C'est faux. Je la calmai, l'invitant à rester. Cette nuit-là, je glissai un somnifère dans son thé. Pas pour la tuer jamais, mais pour fouiller son téléphone. Preuve d'emails frauduleux, acceptation des fonds d'Antoine. Je les copiai, les envoyai à son ex-patron. Le matin, elle partit, ignorant que sa carrière pendait à un fil. 2 jours plus tard, perquisition. Police financière au cabinet. Maman. Il m'arrête, hurla-t-elle au téléphone. Je feignis l'horreur, viens ici, je t'envoie un avocat. Mais l'avocat fut Bertrand, qui la conseilla mal, la poussant à tout avouer. Claire passa une nuit au dépôt, libérée sous caution que je refusais de payer. Apprends, ma fille. La loi est impitoyable. Elle me haït, pour la première fois pleinement. Bien. Julien sombrait plus vite. Ses dettes de jeu atteignaient 40 000 € maintenant, alimentées par le stress. Je le surpris un soir, connecté à un site illégal, pari sur des matchs truqués. Au lieu de confronter, je finançais secrètement ses mises petites sommes, pour l'enfoncer. Puis, je contactai les créanciers, un syndicat de bookmakers italiens opérant à Paris. Il doit 10 000. Faites pression. Les appels commencèrent, menaces voilées, visites nocturnes. Julien paniqua, vint me voir, maman, il me traque. Aide-moi. Je lui donnai 2 000 €, le dernier. Il promit d'arrêter. Mais je savais, l'addiction est une chaîne. Une semaine plus tard, il vola ma carte de crédit. Je portai plainte anonymement. Arrestation pour vol. Trahi par ma propre mère, cria-t-il au commissariat. Oui. Trahi comme tu m'as trahi au cimetière. Sophie fut la plus insidieuse. Son prof, Laurent, la largua après mes rumeurs. Elle sombra en dépression, annulant ses cours. Je l'accueillis, la dorlotai, mais glissai des pilules dans ses repas antidépresseurs inversés, pour amplifier l'angoisse. Ses dessins devinrent sombres, suicidaires. Un soir, elle avoua, papa m'a payé pour coucher avec Laurent. Pour réseauter au point. Le choc me frappa comme un coup de poignard. Antoine avait prostitué sa propre fille. Pour ses deals? La rage pure m'envahit. Pourquoi n'as-tu rien dit? Pour te protéger, maman. On t'aimait trop pour te briser. Ce soir-là, je tins Sophie dans mes bras, pleurant avec elle. Mais la vengeance contre elle s'effrita. Pas contre Antoine son fantôme. J'appelai le galeriste véreux, un serpent nommé Duval, le même nom que le notaire, coïncidence cruelle. Je sais pour la gamine. Rendez-vous. Il vint, suant dans mon salon. Je le filmai en train d'avouer, chantage, abus. La vidéo alla à la police. Laurent fut arrêté pour proxénétisme. Sophie fut sauvée, mais traumatisée. C'est fini, maman. Grâce à toi. Ironie, oui, grâce à moi. À l'automne, la famille se fissurait. Claire en probation, Julien en rehab forcé, Sophie en thérapie. Ils me haïssaient, me suppliaient, m'aimaient en boucle. Et moi? Je marchais dans les Tuileries, feuilles mortes craquant sous mes pas, sentant le poids de leur douleur comme un baume sur mes plaies. Mais un appel changea tout, le notaire. Madame, un testament caché. Antoine a tout légué à une bienfaitrice. Pas aux enfants. Pas à vous.
Une autre femme. La vérité ultime. L'hiver s'abattit sur Paris comme une sentence, la neige fondue transformant les Champs-Élysées en marécage grisâtre. Décembre 2025, 5 mois après la mort d'Antoine, et la révélation du testament me frappa comme un retour de flamme. Duval, le notaire, m'avait convoqué dans son bureau lambrissé, où l'odeur de cigare froid imprégnait l'air. Lisez vous-même, Madame Lefebvre. Les mots d'Antoine, tapés à la machine, je lègue l'intégralité de mes biens à Isabelle Moreau, ma compagne de cœur depuis 10 ans. Mes enfants et mon épouse n'ont reçu que mes regrets. Isabelle Moreau. Un nom qui résonna comme un glas dans ma tête. Pas une maîtresse occasionnelle, mais une compagne. 10 ans. Pendant que je cuisinais, que j'élevais, que je mentais pour tenir la façade. Je sortis dans la rue, le froid mordant mes joues, et hélai un taxi pour le 16e arrondissement, l'adresse indiquée dans les papiers. Isabelle habitait un hôtel particulier près du Trocadéro, façade haussmannienne impeccable, rideaux de soie aux fenêtres. Je sonnai, le cœur battant d'une rage nouvelle. Une femme ouvrit, quarantaine élégante, chignon blond, robe de cachemire. Madame Moreau. Elle hocha la tête, surprise. Élise Lefebvre. Veuve d'Antoine. Son visage se ferma comme une huître. Entrez. Le salon était un sanctuaire de luxe discret, tableaux impressionnistes, livres reliés, un chat siamois ronronnant sur un fauteuil Voltaire. Nous nous assîmes face à face, thé fumant entre nous comme une barrière fragile. Pourquoi, demandai-je simplement. Elle soupira, allumant une cigarette malgré l'interdiction. Antoine était malheureux. Avec vous, il étouffait. Les enfants. Il le voyait comme un distributeur d'argent, pas un père. Moi, je l'ai écouté. Écouté? Pendant qu'il me trompait, qu'il volait pour elle? 10 ans. Et vous saviez pour les enfants? Pour leur besoin. Elle acquiesça, sans remords. Il voulait les punir. Il savait pour nous, Élise. Il nous couvrait, en échange d'argent. Claire organisait même nos rendez-vous. Le monde vacilla. Mes propres enfants, complices de l'adultère? Claire, qui m'avait giflé pour mes jalousies? Julien et Sophie, riant le jour du deuil parce qu'ils fêtaient la fin d'un secret partagé? Je me levai, renversant le thé. Tout est à vous. L'appartement, les comptes. Mais je veux une chose, la vérité sur la mort d'Antoine. Elle pâlit. Un accident. Crise cardiaque. Mensonge. Je le sentis dans son tremblement. Il s'est suicidé, n'est-ce pas? À cause de vous. Non, de tous. De retour chez moi, je convoquai les enfants. Urgent. Ce soir. Ils vinrent, Claire en robe de laine, Julien rasé de frais, Sophie les yeux gonflés. Je posai le testament sur la table. Lisez. Cri, accusation. C'est impossible, hurla Claire. Papa nous aimait. Julien, cette salope. Sophie s'effondra en sanglots. Puis, la vérité éclata, oui, il savait pour Isabelle. On voulait te protéger, maman, pleura Sophie. Papa disait que tu le rendais fou. Protéger? En me mentant, en prenant l'argent? La dispute fut apocalyptique. Je les accusai, ils me renièrent. Tu nous as détruits, cria Claire. Tes manigances, les enquêtes? Ah, ils savaient. Ou devinaient. Julien, on a ri ce jour-là parce qu'on était libre enfin. Libre de quoi? De moi, de la façade? Je l'ai chassé, porte claquant. Mais la nuit, seul, je complotais. Isabelle d'abord. Je l'invitai à dîner, pour discuter à l'amiable. Elle vint, curieuse. Vin empoisonné? Non. Du laxatif puissant, pour l'humilier. Mais plus, je l'enregistrai, avouant les complicités des enfants. La bande alla à un avocat spécialisé en succession frauduleuse. Puis, les enfants. Claire, je contactai son partenaire de cabinet restant, un rival. Elle a saboté ton affaire. Preuve. Faux, mais il mordit. Claire perdit tout, radiation temporaire du barreau. Julien, je payai un dealer pour le piéger avec de la coque. Arrestation, sevrage forcé en prison. Maman, pourquoi, hurla-t-il au parloir. Parce que tu as ri.
Sophie, je révélai son réseautage forcé à ses amis artistes. Ostracisme, dépression aiguë. Elle tenta le suicide, avorté par mon appel anonyme aux urgences. Sauvée par moi, encore. Isabelle contre-attaqua, plainte pour harcèlement. Mais ma vidéo la fit plier. Gardez l'argent. Mais disparaissait. Elle partit pour la Côte d'Azur, ruinée par les frais légaux. Les enfants, brisés, revinrent rampants. Claire, pardon, maman. On était aveugles. Julien, je change. Sophie, aide-moi à guérir. Je les accueillis, les soignai, mais intérieurement, je notais, la culpabilité les rongeait. Il pleurait Antoine maintenant, regrettait le toast maudit. Noël approchait. Je décorais l'appartement, guirlandes scintillantes masquant les fissures. Dîner familial, dinde, cadeau symbolique. Ils rirent, forcés, mais vrai chagrin dans les yeux. À papa, porte à Claire, vert tremblant. Je souris. La vengeance n'était pas finie. Elle s'infiltrait, éternelle. Le printemps 2026 ramena les cerisiers en fleurs le long de la Seine, mais pour moi, c'était une saison de contes impitoyables. 8 mois après la révélation du testament, Paris semblait conspirer avec moi, les averses soudaines lavaient les rues comme pour effacer les péchés passés. Les enfants vivaient avec moi maintenant, une trêve précaire dans l'appartement du Marais. Claire dormait dans la chambre d'amis, dossiers légaux empilés comme des remparts, Julien sur le canapé convertible, cherchant un job de livreur, Sophie dans sa vieille chambre, pinceaux abandonnés pour des carnets de thérapie. Il me servait le café le matin, lavait la vaisselle sans un mot, cherchant rédemption dans ses gestes domestiques. Mais je voyais Claire, la peur les motivait, pas l'amour. Claire fut la première à craquer. Un matin de mars, elle entra dans la cuisine, yeux rougis. « Maman, j'ai avoué aux flics. Pour l'argent de papa. » Silence. Puis, bien. Elle s'effondra à mes pieds. C'était pour nous venger de lui. De ses absences, de ses cris. Mais toi. Tu étais innocente. Innocente ? J'avais fermé les yeux sur tant de choses, les bleus sur ses bras après ses réunions tardives, les factures falsifiées pour cacher ses dettes de jeu innocentes jusqu'à ce que vous riez sur sa tombe. Elle hocha la tête, brisée. Je l'aidai à préparer son plaidoyer, culpabilité minimisée, mais reconnaissance. Le juge, un homme compatissant du palais de justice, suspendit sa peine. 2 ans de sursis. Et thérapie familiale. Obligatoire. Parfait. Julien, lui, lutta comme un poisson hors de l'eau. Ses nuits étaient hantées par des cauchemars de prison, il se réveillait en sueur, murmurant pardon. Je l'inscrivais à des groupes d'anonymes, le forçant à avouer ses addictions en public. Je pariais pour combler le vide que papa laissait, confia-t-il un soir, lors d'une réunion dans une salle paroissiale de Montparnasse. Les autres hochèrent la tête, mais je vis son humiliation, joue en feu, voix chevrotante. Plus tard, il me remercia, tu m'as sauvé, maman. Mensonge poli. Je l'avais noyé pour qu'il apprenne à nager. Sophie guérissait lentement, ses toiles reprenant des couleurs pâles, motif de famille fracturée. Sa thérapie révéla l'abus, papa m'a forcé, pour ses contacts. Isabelle savait. La rage revint, pure, contre le fantôme d'Antoine. Je l'emmenai au Père-Lachaise, face à la tombe. Crache, si tu veux. Elle pleura, frappa la pierre. Je te hais. Pas à moi, à lui. Ce jour-là, elle brûla ses vieux dessins, renaissance symbolique. Mais je glissais, et le rire ce jour-là? C'était pour lui aussi? Elle baissa les yeux. On était ivre de liberté. Aveugle. La famille se reconstruisait sur des sables mouvants. Dîner où nous parlions d'Antoine sans haine, souvenirs édulcorés. Claire trouva un poste modeste dans un cabinet associatif, Julien un apprentissage en infographie, Sophie exposa ses œuvres dans une galerie underground de Bastille. Ils me remerciaient, me couvaient, mais je sentais la faille, la culpabilité, cette ombre qui les rongeait, les réveillait en sursaut. Parfait. Ma vengeance n'était pas destruction totale, mais érosion, il vivrait, mais marqué, regrettant éternellement ce toast blasphématoire. Puis, le twist, une lettre d'Isabelle, postée de Nice. Élise, je sais ce que tu as fait. Les flics m'ont interrogé. Antoine ne s'est pas suicidé, c'était un meurtre. Par moi. Il voulait te revenir, avouer tout.
J'ai empoisonné son vin. Choc. Meurtre? Pour moi? La police débarqua 2 jours plus tard, perquisition, interrogatoire. Les enfants, paniqués, maman, c'est faux. Mais les preuves s'accumulaient, analyse toxicologique tardive, motif. Isabelle Avoye, brisée par ma guerre psychologique. Procès retentissant au tribunal de Paris, médias en folie, meurtre pour amour perdu. Les enfants me défendirent, farouchement. Claire plaida pour l'accusation, pro bono, ma mère est innocente. C'est la trahison qui a tué. Julien témoigna, on l'a trahi en premier. Sophie, elle nous a sauvés de nous-mêmes. Acquittement. Mais le scandale nous isola, voisins fuyants, amis perdus. Nous nous serrâmes les coudes, famille recomposée dans le feu. Pourtant, dans l'ombre, je complotais la fin. Isabelle en prison, je visitais, pourquoi? Elle rit, amère. Pour qu'il reste à moi. Comme vos enfants étaient à lui. Je hochai la tête. Dehors, je brûlais sa lettre. La vengeance ultime, les enfants, maintenant, haïssaient Antoine plus que moi. Il vivait pour expier, pour moi. Mon triomphe. L'été 2026 fut un mirage de normalité, les terrasses de Paris regorgeant de rires forcés sous le soleil implacable. 1 an après les funérailles, nous étions une famille, mais difforme, cousue de fils de culpabilité et de pardon précaire. L'appartement du Marais, sauvé par une vente partielle des biens d'Isabelle confisqués, bruissait de vie nouvelle, Claire cuisinait des ratatouilles approximatives, Julien réparait l'ordi familial, Sophie accrochait ses toiles au mur nu. Ils me regardaient avec une dévotion mêlée de crainte, comme des pénitents devant une sainte impitoyable. « Maman, on t'aime » disait-il le soir, enlacés sur le canapé devant des films de Truffaut. Je souriais, caressant leurs cheveux, mais intérieurement, je comptais les cicatrices que j'avais gravées. Le procès d'Isabelle avait été le catalyseur final. Média, la veuve vengeresse ou la victime parfaite? Titre sensationnel dans Le Monde, interviews avides sur France Inter. Nous avions fui les caméras, nous retranchant dans une routine, promenade au Luxembourg, où les enfants adultes maintenant se confiaient comme des gamins. Claire, j'ai rencontré quelqu'un. Un prof de droit. Il sait tout. Julien, j'ai un contrat freelance. Stable. Sophie, ma expo marche. Dédié à papa. Et à toi. À moi. Le pivot. Mais la vengeance, cette hydre, repoussait des têtes. Un soir doux, Claire rentra pâle, un dossier en main. Maman, les analyses. Papa n'est pas mort de poison. Crise cardiaque naturelle. Isabelle a menti pour se venger de toi. Choc. Mensonge? Pour me briser? Je ris, un rire hystérique qui les terrifia. Alors, tout ça. Pour rien? Non. Pas pour rien. Le regret était réel, forgé dans le feu de mes manigances. Julien creusa, on a fouillé ses mets. Elle voulait l'héritage, nous impliquer pour nous détruire. Sophie pleura, on l'a laissé faire, par peur. Peur de moi? De la vérité? La famille implosa brièvement, accusations croisées, porte claquant. Puis, réunion d'urgence au café de Flore. On arrête, dit Claire. On vit. Pour de bon. Je hochai la tête, larmes aux yeux vrai, cette fois. La vengeance s'achevait, non par effusion de sang, mais par catharsis. Pourtant, le climax vint inopiné. Une lettre anonyme, tu as gagné, Élise. Mais Antoine vit en nous. Signé, rien. Panique. Était-ce Isabelle, de sa cellule? Ou pire, un des enfants, testant mes limites? Je l'ai confronté. Silence. Puis, Julien Avoye, c'est moi. Pour voir si tu nous faisais encore confiance. Test. Je l'ai serré, riant. Vous êtes comme lui. Rusé. Guérison. Septembre apporta la paix. Nous vendîmes l'appartement, déménageâmes dans une maison à Vincennes, jardin clos comme notre nouveau chapitre. Claire se maria, moi demoiselle d'honneur, Julien lança sa start-up, moi investisseuse, Sophie exposa à Beaubourg, moi mécène. Le jour anniversaire de la mort d'Antoine, nous allâmes au Père-Lachaise. Pas de champagne. Des fleurs, des mots sincères. Pardon, papa, murmura Claire.
Et toi, maman, pardon pour le rire. Je posai une main sur la pierre. La vengeance est un plat froid, mais le pardon est un feu qui réchauffe. Ils me regardèrent, surpris. Était-ce vrai? Oui. J'avais brisé pour reconstruire. Paris, témoin indifférent, scintilla sous le soleil couchant. Nous partîmes, main dans la main, une famille enfin, forgée dans la trahison et la rédemption. Mais dans l'ombre de mon cœur, un murmure persistait, si jamais il riait à nouveau sans moi. La toile se retisserait. Car l'amour d'une mère, comme la haine, est éternel.